Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et après. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on a pris le train et pas pour n'importe quelle raison, puisque aujourd'hui, on va faire du vélo avec Nina de Green Up. Le monde aujourd'hui fait face à une crise sans précédent. Plusieurs limites planétaires sont déjà atteintes et le réchauffement climatique impacte la vie de millions de personnes. Mais partons du principe que nous allons réussir à inverser cette tendance, que demain nous vivrons dans un monde décarboné, que certains écosystèmes naturels seront conservés et qu'une nouvelle société humaine, plus juste, pourra voir le jour. Ouais, je sais pas, là je sais pas du tout si ça continue en courant. C'est un vrai kiff. Surtout le vendredi matin. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes avec Nina dans la forêt de Fontainebleau. Bonjour Nina. Bonjour. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes à vélo. Voilà, en forêt, à vélo, puisque le thème du jour, ça va être le vélo, et donc on voulait vous montrer que c'était possible de tout faire à vélo, même une interview. Et donc petit challenge, cette vidéo va être tournée quasiment intégralement à vélo. Il y a aussi, je vous rappelle, la version podcast de cet épisode, qui là pour le coup n'a pas été enregistrée à vélo, où nous accueillons aussi Lucas, qui avec toi Nina a fait le Tour de France à vélo. Alors maintenant, je t'encourage Nina à regarder la caméra qui est devant toi quand tu parles et à regarder la route. Je te fonce dessus. À regarder la route aussi un petit peu. Donc toi Nina, tu as créé un média indépendant qui s'appelle Green Up. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Yes, Green Up c'est un média engagé qui parle de transition écologique et j'essaye à travers ce média de sensibiliser et faire pousser à l'action les citoyens et citoyennes pour avoir un mode de vie un peu plus durable et responsable. Moi j'aime bien dire qu'il y a 4 étapes. La première étape c'est de se reconnecter à la nature, donc là on peut en parler dans cette belle forêt. J'ai la chance d'avoir grandi ici donc j'étais un peu privilégiée. Ensuite c'est prendre le temps parce qu'on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas, donc pour ça il faut prendre le temps justement de se reconnecter à ce qui est important et primordial dans la vie. Et donc il faut qu'on ait justement plus de temps, que ce soit dans notre vie privée mais aussi dans notre vie professionnelle, savoir où est-ce qu'on met notre énergie. Et puis ensuite, c'est essayer de prendre conscience des problématiques. Donc pareil, ça rejoint le prendre du temps, c'est se renseigner, lire les rapports des scientifiques, regarder des documentaires, lire sur le sujet pour ensuite comprendre pourquoi est-ce qu'on agit et agir avec les échelles de grandeur que l'on connaît et du coup ne pas agir dans le flou et mettre beaucoup d'énergie et de temps dans des choses qui n'ont pas beaucoup d'impact. Voilà, un petit peu. Et donc on arrive au bout du chemin. Voilà, donc on va faire une petite coupure. C'est un bon timing. Et après on va sur les bords de Seine, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et ben c'est parti du coup direction les bords de Seine. Nous rentrons dans Bois-le-Roi. Ah ça c'est pratique le vélo électrique. J'habitais là avant, numéro 42, mon ancienne maison. On est venu en train en fait ce matin et on a mis le vélo dans le train et ça se passe plutôt facilement. Les trains sont très adaptés à cette multimodalité. Les routes de Bois-le-Roi sont pas très plates. Ça va pas partir en vrille. Ouah, j'ai déraillé. Alors, est-ce qu'il faut s'y connaître en vélo pour faire du vélo ? Alors, il faut s'y connaître un petit peu et surtout que, vu que je déraille pas souvent, il faut que je me rappelle de comment faire. Normalement, il faut remettre sur le petit plateau. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire. Test en live. Allez. Les pros de vélo diront que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si ça a l'air d'aller. C'est long ? Ouais, bon on va s'en sortir. Ah oui, il y a un bus, attends, je vais me mettre derrière toi. On va éviter un drame.
Ah ouais, tu t'arrêtes toi. Bah, priorité. Bon bah voilà, cette route là c'est encore les belles maisons et puis après on rentre dans la forêt et s'allonge la Seine. Oh, c'est beau. Donc là, nous sommes arrivés sur les berges de Seine. Ok, alors, donc reprise de l'interview. Nina, pourquoi le vélo, c'est un super moyen de transport? Le vélo, c'est un super moyen de transport parce que ça répond à toutes les cases du bien-être et personnel et du bien-être de la planète. Pour nous, c'est très bon parce que ça nous fait bouger et il faut bouger. Et on bouge de moins en moins. Même si c'est un vélo électrique, là, je peux vous dire qu'Augustin pédale. Moi, c'est tranquille, mais effectivement, avec son vélo. Non, mais même pédale. électrique, tu bouges quand même ton corps. Et après, si tu veux plus te dépenser, effectivement, le vélo mécanique, surtout avec du dénivelé, c'est cardio. Ouais, c'est ça. Donc pour la santé, c'est top. Ça peut limiter certaines maladies, en tout cas l'arrivée de certaines maladies. C'est super pour son porte-monnaie et ne pas payer d'essence. Donc ça nous laisse d'autres activités plus sympas avec ce budget qu'on ne met pas dans une voiture. Ou alors si on a une voiture, on l'utilise beaucoup moins grâce au vélo. Il y a l'aspect santé, il y a l'aspect économique et puis après il y a l'aspect environnemental où le vélo c'est un moyen de transport bas carbone. Ouais. Je dis pas que c'est 100% neutre parce que tu as la fabrication du vélo. Le meilleur moyen de transport c'est la marche. Ouais. Mais par rapport à tous les autres moyens de transport, le vélo est génial parce que quelqu'un me l'a dit et quelqu'un de très intelligent m'a dit cette phrase que c'est un moyen de transport où on met notre énergie est la mieux utilisée. Enfin, c'est pas exactement ça. C'est le moyen de transport où on met le mieux à contribution de l'énergie humaine. Voilà. De manière la plus efficace. Ok. Ah, c'est beau là. Il y a un verre qui est splendide. Et donc le vélo, c'est pratique parce que ça permet d'aller au travail, mais aussi de faire des vacances et, et tout ça. Oui, voilà, on peut l'utiliser pour absolument tout. C'est de base un moyen de transport, mais c'est aussi, ça peut être un loisir, juste se balader sans but. Mais en moyen de transport, hyper pratique pour le quotidien, aller au travail, le vélo taf, emmener les enfants à l'école, faire toutes nos activités à vélo quand on peut, quand les distances le permettent. Ouais. Et c'est là où l'électrique, même hors des villes, peut être utile, c'est que si on a la boulangerie à 5 km, en vélo électrique, on peut carrément se faire une sortie course avec certains types de vélos, vélo cargo, on peut fourrer toutes nos courses à l'avant ou à l'arrière. Ouais. Donc ça, c'est pour le côté utile, mais il y a aussi le côté voyage, comme tu dis, où on peut aussi se permettre de voyager sur des courtes ou grandes distances à vélo. Et c'est absolument génial. Là, vous ne le voyez pas, mais j'ai des sacoches, peut-être avec cette caméra-là. Ouais. Mais avec ça derrière, je peux partir 2 mois sans problème, en presque totale autonomie. Ouais. Et donc là, tu parles de partir 2 mois, c'est ce que vous avez fait avec Lucas. Vous êtes parti, vous avez fait un tour de France à vélo, donc pendant 2 mois et c'était à l'automne dernier. Toi, qu'est-ce que tu tires comme enseignement de ce tour de France à vélo? L'enseignement principal pour moi, c'était vraiment de ralentir. Ouais. Parce que je me suis un peu cramée avec mon engagement personnel et mon travail, qui est aussi lié à la transition écologique. Ouais. Et avec Lucas, donc, qui est mon compagnon de route et compagnon dans la vie, on a décidé de prendre du temps pour réfléchir à ce qu'on voulait faire et en profiter pour voyager à vélo. Ouais. Et en fait, ça nous a permis de prendre 2 mois à profiter des paysages de la France et réfléchir un peu, prendre le temps. Et ça, je pense qu'on l'aurait pas fait autant si on avait choisi un autre mode de transport. Ouais. Même le train, tu vois, on a fait un interrail 6 mois avant de partir en vélo. Et moi, dès que j'avais du temps dans le train, c'était podcast, lecture, écriture, ordi. Ouais. Je laissais aucun temps à l'ennui. Et en fait, quand tu es sur ton vélo, t'as pas forcément ton portable sous la main, à part la GoPro qui a un écran, mais sinon couper un peu des écrans. Moi, c'est vrai que j'étais beaucoup sur les écrans. Et j'ai beau prôner le contraire, pour sensibiliser, le digital, c'est quand même bien pratique. Ouais. Bonjour. Donc, c'était aussi une excuse de ralentir là-dessus. Ouais. Donc, j'encourage toutes les personnes qui veulent diminuer leur temps d'écran à tester le vélo. Ouais. Mais pas que. Enfin, là, c'est mon exemple personnel, mais sinon,
j'en retiens plein de choses, que la France est magnifique et qu'on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour voir des canyons, pour voir des cascades magnifiques, l'océan, les montagnes, on a tout en France et ça peut déjà être une bonne base pour se dépayser avant d'aller plus loin. Très bien. Ah, c'est trop beau. Tu parles d'un vendredi matin. Ah ouais, c'est génial. C'est une écluse? Ouais, ça relie l'autre ville à côté qui est Chartrette. En fait, ici, on est sur l'itinéraire de la Scandibérique et la Seine à vélo. Et ce qui est chouette, c'est que, vu que c'est beaucoup emprunté par les cyclotouristes, ils mettent des stations de réparation un peu partout. Et donc ici, à Bois-le-Roi, on en a un. Donc une véloroute, c'est un chemin spécialement fait pour les vélos, où normalement on a de la voie cyclable si elle est partagée, elle est sécurisée. Et donc elle est balisée tout du long avec ces types de panneaux-là pour pas qu'on ait forcément à sortir notre appareil numérique pour voir le chemin ou des cartes. Au moins on suit ça et on est sûr de ne pas se perdre. Donc là, typiquement, on est sur la Scandibérique qui longe une partie de la Seine à vélo. La Seine à vélo, c'est une véloroute française qui va jusqu'à l'estuaire vers Honfleur. Et la Scandibérique, elle, vous voyez, c'est une Eurovélo, la numéro 3, qui, elle, passe par différents pays européens et qui traverse toute la France. Elle passe par Bordeaux, typiquement. Et ensuite, on peut rejoindre l'Espagne. Des véloroutes, il y en a absolument partout. Des Eurovélos, on en a une dizaine, donc c'est énorme. C'est celles qui sont les mieux balisées en général. Même la Loire à vélo, qui est une véloroute française, elle est hyper bien balisée. C'est une des plus empruntées en Europe. En général, c'est assez plat. Pour des cyclotouristes qui ont les bagages, c'est pratique. Ils essayent aussi de nous faire passer sur les endroits touristiques. Donc c'est vraiment clé en main, quoi. On n'a pas besoin de se préoccuper de où est-ce qu'on doit s'arrêter manger, etc. C'est relié avec une application qui s'appelle Accueil Vélo, où on peut dormir dans des endroits qui sont dédiés au vélo, ou en tout cas qui sont équipés pour les vélos, donc c'est chouette. Donc pour vos prochaines vacances, n'hésitez pas à privilégier le vélo et à tester le cyclotourisme parce que c'est absolument génial. C'est trop agréable. T'as vu? Genre, si on vous donne pas envie comme ça, je sais pas comment on peut faire. Nina, moi je voulais te poser une autre question. Ouais. Un sujet qu'on a un petit peu abordé dans le podcast, mais pas beaucoup. Tu as fait récemment une série sur l'écoféminisme. Ouais. Donc je vais te poser la question très simple, mais je te laisse y répondre comme tu le souhaites. Pour toi, écologie et féminisme, ce sont des combats qui vont ensemble? Exactement, Augustin, tu as tout compris. Non, mais plus sérieusement, c'est complètement indissociable en fait. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai compris progressivement parce que la colère que j'avais en comprenant ce qui se passait avec l'environnement, j'ai eu le même déclic avec le féminisme. Okay. Et en fait, c'est les mêmes systèmes de domination, pour te la faire courte. La domination que les hommes ont sur les femmes, c'est globalement la même que la domination que l'humain, donc l'homme avec un grand H, a sur la planète. Et donc c'est les mêmes systèmes qui sont le capitalisme et le patriarcat, pour utiliser les grands mots, qui font du mal. Et donc essayer de déconstruire tout ça et créer de nouveaux systèmes qui sont moins destructeurs pour les femmes, la planète, mais pas que, c'est aussi toutes les luttes qui sont systémiques, antiracistes, etc. C'est vaste. Oui, c'est très vaste. Aussi les systèmes de domination, voilà. Comme tu dis. Okay. Est-ce que pour toi, du coup, ce lien qui existe, ce problème, on va dire, de patriarcat, est-ce que ça explique, malheureusement, pourquoi la lutte écologiste, elle est principalement menée, en tout cas c'est l'impression qu'on a quand on regarde un petit peu, par des femmes? Ouais, alors ça c'est un gros sujet, j'en ai fait un post récemment où je me suis fait un peu attaquer de toutes parts. J'ai mis en avant une vingtaine d'hommes qui sont engagés dans la transition écologique et je trouve ça cool de montrer, après mon mois où j'ai mis en avant une femme par jour sur le sujet, je me suis dit bon, l'idée c'est pas non plus de dire... il n'y a que les femmes. Voilà, il n'y a que les femmes qui agissent, il y a aussi des mecs qui prennent le sujet à bras le corps et qui sont hyper pertinents. Ce qu'on remarque en fait, c'est que les hommes qui sont très engagés, ils vont beaucoup être dans les sphères politiques, médiatiques, ils vont prendre la parole sur des sujets et à des endroits bien spécifiques où les femmes ne se sentent pas légitimes d'aller. Et ça pose un problème qui, encore une fois, revient à cette question de féminisme.
J'ai plus de souffle. Ça crée encore des inégalités et ça crée un schéma qui est pas juste et égal. Donc en fait, ce que tu expliques, c'est que les hommes, en gardant ce schéma patriarcal, ils vont plus gérer les sujets macro, politiques, dans les grandes entreprises, etc. Alors que les femmes, ça va être plus l'écologie du quotidien ou les petites mains dans les associations. Sans faire de généralité, bien sûr qu'il y a, on les compte pas, les activistes méga... bonjour les activistes méga badass à la Camille Etienne et toutes les autres qui vraiment prennent le sujet à bras-le-corps, qui n'ont pas peur d'aller à l'Assemblée nationale, aller voir Macron pour parler de ce genre de choses. Mais ça reste vraiment peu par rapport à tous les mecs qui, eux, ne se posent pas la question de est-ce que je suis légitime, est-ce que je sais assez de choses pour aller défendre ces sujets-là. Alors que nous, on va beaucoup plus se poser la question et c'est ce que j'ai relevé en tout cas via mes interviews. J'ai interviewé 24 femmes qui sont engagées dans la transition écologique et qui, via leur secteur, ont subi du sexisme et d'autres choses pas très cool. Ça, c'est revenu dans tous les interviews de est-ce que je suis légitime, est-ce que je peux aller sur ce terrain-là, alors que globalement, les mecs se posent beaucoup moins la question. Dis-moi si c'est pas vrai, mais il me semble qu'il y a un vrai sujet aussi de charge mentale. L'écologie au quotidien, à la maison, c'est des changements, c'est des transformations, c'est changer les menus, changer les méthodes de... Ah putain, les voitures. Nous saoulent les voitures hein. Alors, Dodane, et je reprends ma... Donc oui, l'écologie à la maison, transformer les repas, mettre en place le zéro déchet, porter la charge de la transformation qui, on le sait, n'est pas simple. C'est quand même un sujet récurrent ici dans l'émission. Et du coup, cette charge mentale, en général, elle est portée par les femmes et ça, c'est un vrai problème. C'est parce qu'il y a encore besoin de féminisme aujourd'hui qu'on voit ces inégalités aussi dans l'écologie. Globalement, c'est encore les femmes qui sont majoritairement à la maison, qui s'occupent des tâches ménagères, des tâches en lien avec les enfants. J'ai arrêté. Attends, autre voiture. Il y a une autre voiture, je m'arrête. Ça. Hop. Oui, donc ils s'occupent des tâches ménagères et qui s'occupent des enfants que elles, avec leur prise de conscience, vont se dire bon il faut que j'agisse à ce niveau-là. Ça veut dire prendre encore plus de temps aux courses pour trouver des choses bio, qui font pas de mal à la santé de la famille. Ça veut dire faire ses produits ménagers soi-même, donc c'est hyper chronophage. Et ça laisse encore moins de temps à agir sur des choses qui vont avoir plus d'impact. Elles se focalisent là-dessus, ça les enferme dans ce truc très foyer, quoi. Et donc tout cela dit, pour toi, le monde de demain, tu le vois comment, pour résumer un peu l'idée générale autour de ces deux sujets qui sont main dans la main? Je vois un monde où on se pose plus la question en tant que femme de est-ce que j'ai ma place? Parce qu'on devrait chacun et chacune avoir notre place dans les combats qui nous tiennent à cœur. Après, le monde de demain, si je le vois comme un monde idéal, il n'y aurait même plus besoin de vraiment militer pour ces combats-là. On aurait on serait déjà sur des bases égalitaires, on aurait réglé la crise climatique, ou en tout cas, on serait dans une sobriété heureuse, on vit avec le problème et on a compris que notre modèle ne marchait pas. Et donc si ça, ce serait un monde idéal dans les grandes lignes, quoi. Donc si je comprends bien, c'est un monde où il n'y a plus aucune forme de domination, en fait. Ça, ce serait vraiment parfait. Après, on en est loin, donc si tu me proposes un monde dans 10 ans, soyons optimistes, on aura avancé sur plein de choses, mais il y aura encore des combats à mener. Chaque chose est progressive de toute façon. J'ai bon espoir qu'avec un déclic féministe et écologique, on ira déjà bien loin si toute la population s'y mettait, quoi. Voilà, écoute Nina, un grand merci pour cette petite balade en vélo. Merci à toi d'être venue jusque-là. C'était un vrai plaisir. Sans transition, aucune. Retour au studio pour un petit mash-up de ce dont on a parlé lors de l'enregistrement du podcast pour vous donner envie d'aller le voir. Et puis nous, on va finir la balade en vélo. Salut! Ciao! On est parti du sud de Paris, donc de Fontainebleau. On a voulu faire une boucle, donc en rejoignant d'abord de l'Atlantique. Ensuite, on a longé la côte atlantique. Ensuite, à partir de Bordeaux, on a coupé et on a atteint la Méditerranée.
Et on a longé un peu la Méditerranée et ensuite on est remonté par la vallée du Rhône justement, en faisant quelques escapades par l'Ardèche, par les montagnes. Mais en gros, on est remonté par là tout droit par le Rhône, puis la Saône et ensuite la Bourgogne. Et après, on est revenu vers Fontainebleau. Donc on est parti début septembre et en fait, quand on est parti, il faisait encore 34 degrés. Donc c'était assez fou comme mois de septembre niveau température. Où que ce soit, sur quelle véloroute on commence, faire des petites étapes, c'est bien. Pour commencer, on découvre un peu et il y a le temps de visiter l'après-midi ou faire d'autres choses. Et on n'a pas besoin de faire tout de suite des étapes de 80 km par jour, quoi. On a utilisé une appli qui s'appelle, c'est aussi un site internet qui s'appelle Warm Shower. En fait, c'est une application qui est un peu l'équivalent de Couchsurfing mais dédié aux cyclistes. Et donc du coup, c'est des gens qui sont passionnés par le vélo, qui accueillent des gens gratuitement chez eux et qui proposent soit juste un lit, soit aussi un repas chaud, une douche chaude justement. Et ouais, du coup, on a fait pas mal de rencontres comme ça. Les gens, ils t'accueillent chez eux, ils dérangent leur quotidien pour que tu dormes chez eux. Mais il y a aussi un sujet que la communauté vélo est très importante et très très soudée. Ça, je ne le savais pas avant de me lancer dans ce projet-là, mais c'est une communauté qui est très importante, on s'en doute pas. Et donc, ces gens qui nous accueillent sont eux-mêmes des cyclistes qui utilisent eux-mêmes l'appli. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux qui dit tu pars, t'es accueilli, t'as trop aimé l'expérience, tu veux reproduire la même chose. Et souvent, les gens qui nous accueillaient, ils nous disaient l'année dernière, j'ai fait un super long voyage à travers l'Europe et j'ai été hébergé par plein de personnes le long du trajet, j'ai fait plein de super rencontres. Et j'avais envie de rendre l'appareil et accueillir des gens. Et donnant, une fois que tu as reçu tant d'accueil de personnes super gentilles qui se démènent pour toi, tu as envie de faire pareil, quoi. Ouais. Quand on va sur le site de France Vélo Tourisme, il y a la carte de France avec toutes les plus grandes véloroutes. Et déjà, il y en a vraiment beaucoup. Enfin, ça passe par toutes les campagnes, tous les endroits. Enfin, près de chaque moyenne ville, on a une grande véloroute. Il y a un boom de ce moyen de transport. Donc comme tout boom, on l'a pas forcément anticipé sur la partie sensibilisation, éducation, tutti quanti. Et je le vois, je fais partie d'une asso pour sensibiliser sur le vélo en ville, lever les freins, etc. Et maintenant, l'État fait en sorte que ce soit hyper régulé. Ils veulent que ces associations-là aient des formations assez longues sur le vélo, donc ne fassent pas n'importe quoi sur le secteur. Donc ça commence à être régulé. Comme tout boom, on a du mal à s'adapter et comme tout, ça prend du temps. Donc c'est sûr que sur ce sujet, ça va s'améliorer. Et voilà pour ce petit avant-goût de l'interview avec Nina et Lucas. C'est donc ici que la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé ce 5e épisode. Si le sujet vous a plu, retrouvez l'intégralité de notre entretien en podcast sur votre plateforme préférée pour en apprendre plus sur le vélo et en particulier sur le Tour de France de Nina et Lucas dont nous avons longuement discuté. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez la vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux et suivre GreenUp sur Instagram. Si l'émission vous plaît, surtout parlez-en autour de vous, on en a vraiment besoin. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, car nous sommes autoproduits, vous pouvez passer sur notre page Buy Me a Coffee. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, questions et suggestions à émissioneetaprès@gmail.com ou sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. À bientôt!